Voilà, dernier numéro du grand rendez-vous pour cette semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous préférer. Quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble avec la météo. Voilà, mesdames et messieurs, nous saluons les populations de Kétou. Le grand rendez-vous se poursuit. Au menu ce soir, nous avons 3 rubriques. La faune mondiale perd de plus en plus d'animaux et en début de semaine, nous sommes revenus sur les causes qui se résument en un seul acteur, l'homme. L'homme qui détruit, mais qui peut être aussi la solution. Amandine Agnambassou et son invité, William Apollinaire Tchoki, nous en parle dans Nature et Bien-être. L'expert aujourd'hui s'intéresse à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le leadership est aussi à la portée de tous. Restez donc câblés pour apprendre comment y arriver. Et puis le Festival international de théâtre du Bénin a démarré ce jour. Avec notre invité sur Horizon Culture, on évoque les différents genres théâtraux à l'affiche. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Uvaïs Balogun, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Alors, nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, ce soir, nous parlerons des enjeux liés à la transhumance transfrontalière et à la mobilité du bétail qui deviennent de plus en plus une préoccupation au sein de l'espace CEDEAO. Ensuite, nous irons voir les conducteurs de taxi-moto. On n'en parlera jamais assez. Ils arpentent les rues de jour comme de nuit à la recherche de quoi vivre. Une activité qui n'est pas sans conséquences sur leur santé. Enfin, le Bénin veut reconnaître et célébrer ses talents dans le domaine de la création littéraire. Ceci à travers le Grand Prix littéraire du Bénin. On en parlera également dans cette édition. Ainsi se résume l'actualité de ce soir. Agnat Bello. Uvaïs Balogun, merci à vous pour cette présentation des titres. On vous retrouve à 19h45. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit et le plateau de Nature et Bien-être s'installe tout juste après ceci. Nature et Bien-être ce soir revient sur la raréfaction de la faune sauvage, mais avant, suivons ensemble cette vidéo qui plante le décor.
Voilà le grand rendez-vous, vous le savez, il est l'heure de nature et bien-être. Amandine Agnambossou et son invité sont d'ailleurs déjà là avec Amandine. Bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Pelo. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors avec vous, nous nous intéressons à la réfaction de la faune sauvage, à quelques pistes de solutions. Mais avant, je présente notre invité qui a justement été sur ce plateau pendant longtemps, William Apollinel Tchoki. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est vraiment grandement partagé. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste des questions environnementales. Amandine Agnambossou, il est à vous. Justement, William Tchoki, et selon un rapport publié, la planète vivante, la Terre aurait perdu 60% de sa faune sauvage en 44 ans. En tant que journaliste spécialiste des questions liées à l'environnement, quel regard portez-vous sur ce rapport? La première fois quand j'ai lu ce rapport, j'ai eu peur d'abord. Je me suis dit, si déjà en 44 ans, on a pu perdre 60% de la faune sauvage, c'est un grand danger pour notre environnement. Alors, quand on connaît un peu la place, l'importance de ces animaux dans notre vie en général, parce que je prends un exemple très simple. Oui. On a dit dans la commune d'Alada, parce qu'entre-temps, les rares dérangeaient les populations, on a dit, OK, on va essayer de... non, les serpents, c'était les serpents justement. Les serpents qui dérangeaient la population. On a dit, OK, on fera tout pour les éliminer. Vous savez, on a lancé une campagne d'élimination de ces serpents. Ils sont partis, mais après, les rats ont envahi la commune d'Alada. Comme quoi, chaque animal a un rôle à jouer dans l'écosystème. Alors, venons maintenant au rapport. On a dit par exemple qu'au niveau des éléphants, qu'on a perdu au moins, je crois, 60% depuis 70 à 2014. Oui. Voilà un animal que les gens tuent. Chaque chaque éléphant, chaque 2 heures, à cause du braconnage. Je laisse même ça, il y a aussi le pangolin. Vous voyez, tout récemment, il y a le ministère du cadre de vie avec certaines ONG qui ont mis en place un système pour traquer les braconniers. On a arrêté beaucoup de ces trophées. Oui. Je me dis, si on va continuer sur cette même lancée, on risque de disparaître nous-mêmes. Parce que sans les animaux, on ne peut pas vivre aussi. Sans les animaux, on ne peut pas vivre. Et si on laisse faire, d'ici les 44 prochaines années, bon, il n'y aura plus rien sur la Terre. C'est que si on ne va pas laisser faire, parce que nous, on ne veut pas disparaître. Mais est-ce à dire que les différentes campagnes de sensibilisation pour préserver l'environnement n'ont pas porté leurs fruits? Je ne dirais pas qu'elles n'ont pas porté les sensibilisations, elles ont cette portée, mais vous savez, les populations, quand on est dans un milieu qu'un oiseau tombe d'un arbre, la première idée qui nous vient, c'est... Dieu qui a envoyé? Non, Dieu a envoyé, donc il faut tuer, il faut manger. On ne pense pas à protéger cet animal, à se dire, mais si on protégeait que l'animal grandisse et qu'il peut se reproduire, on ne pense pas à ça. Notre première idée, c'est de l'abattre, de le manger. Je me dis que beaucoup ont compris qu'il vaut mieux qu'on change de paradigme et montrer du monde que les animaux ont un rôle à jouer dans notre environnement. Et par conséquent, il faut qu'on leur donne aussi la chance de vivre comme nous aussi on veut vivre sur cette terre. Donc il faut intensifier les différentes campagnes de sensibilisation. On va continuer par sensibiliser la population pour leur montrer aussi l'importance des animaux sur la terre. Je prends aussi un exemple, si vous voulez encore bien, les abeilles. On nous dit que si les abeilles disparaissaient sur la terre, nous les hommes aussi, on va partir. Parce que grâce à ces abeilles, il y a la pollinisation. Ok, voilà. D'accord. Mais le rapport indexe particulièrement la zone Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Quand on prend l'Afrique du Sud, l'Ouest et l'Est, bon, est-ce qu'on est épargné? On n'est pas trop épargné parce que tout à l'heure, je parlais de l'éléphant. Oui. C'est en Afrique de l'Ouest surtout que le braconnage est fort. C'est vrai que chez nous, ici au Bénin, il y a le gouvernement actuel qui a pris des mesures pour freiner cette mauvaise manière de voir les animaux, de penser que c'est en les tuant, en vendant les trophées qu'on peut avoir de l'argent, mais on peut aussi avoir de l'argent autrement en les protégeant, en permettant aux touristes de venir voir ces animaux et on a de la devise. Et parlons justement du Bénin, quel est l'état des lieux de la faune sauvage? Aujourd'hui, je crois que tout va pour le mieux. Je pense parce que... sûr? Oui, je suis sûr. C'est vrai que non. Mais il y a de ces animaux quand même qui sont en voie de disparition. Oui, il y en a encore qui sont en voie de disparition. On se souvient que vous avez fait un documentaire, vous avez fait le tour de certains parcs sauvages et vous avez justement relevé le fait qu'il y avait des animaux qu'on voyait avant qu'aujourd'hui on ne voit plus. C'est vrai. Ou on les aperçoit très rarement. On peut avoir quelques exemples d'animaux. Il y a pas dans le Licaon que les gens ont souvent vu, mais à un moment donné ça a disparu. On les voit mais pas du tout. Il y a aussi, même les lions aussi. À un moment donné, ça a disparu. Il faut fouiller nos parcs, aller au fond, prendre des risques, j'allais dire, avant de les voir. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans le parc, rapidement, à certaines heures, on peut voir les lions se promener, on peut voir le licaon aussi, on peut voir les éléments se balader. Et ils se sentent plus en sécurité maintenant. Plus en sécurité. On parle souvent de distance de vue.
c'est dans le jargon de ceux qui maîtrisent les animaux. Avant, quand les animaux nous voyaient, ils fuyaient ces animaux. Mais aujourd'hui, ils nous observent. Mais quand on se rapproche trop, certes, ils ont toujours peur. Ils se disent, mais c'est comme si un danger venait. Mais aujourd'hui, au Bénin, quand même, je pense quand même que les gens ont compris qu'il vaut mieux qu'on protège les animaux. Il y a également le singe à ventre rouge. C'est vrai, le singe à ventre rouge, on le voyait beaucoup plus à Aladdin, on ne le voit plus aujourd'hui. Mais je crois, au niveau de l'ONG, je crois que c'est l'autre là, j'oublie, enfin, le site, c'est à. J'ai oublié la localité. La vallée de Sitatunga. Sitatunga, voilà, justement. Voilà. Je crois que là, ils ont essayé quand même de vouloir repeupler cette forêt de ces singes à ventre rouge parce que c'est rare. C'est des espèces que les gens veulent voir. Et je crois qu'avec ces actions, on permettra à ce que la population, nos enfants puissent voir ces animaux. Parce qu'on en parle souvent, on les voit dans les livres, mais on n'a jamais vu ça à vue d'œil. D'accord, parlons un peu maintenant des espèces marines, parce que là aussi, nous avons, c'est des animaux. Oui. Ouais, à ce niveau, les poissons, on les tue chaque jour. D'ailleurs, vous savez, la population, chaque jour, vous êtes un amateur de poissons. J'adore les poissons, mais au même moment, on demande à ce qu'on cesse, on essaie quand même on peut, comment dirais-je, produire autrement ces poissons. Laisser nos plans d'eau se régénérer, se repeupler si vous voulez, et développer la pisciculture hors sol. Et comme mais le coût, on trouve souvent que les animaux au niveau de la pisciculture, ça revient plus cher. Non. Quand il s'agit d'un élevage. Je ne crois pas. Je connais des gens qui ont élevé ces poissons et qui les vendent au même prix, parfois même moins cher que les poissons qui viennent de l'extérieur. Mais d'aucuns disent également qu'il n'y a pas que les poissons élevés et ceux... Ils n'ont pas le même goût. Voilà, par rapport à la saveur et mais tout. Le problème, c'est que souvent, quand on le fait en bac hors sol, chaque jour, on doit alimenter, ou du moins, on doit nourrir ces animaux. Mais dans les étangs, dans les lacs, on ne peut pas les nourrir. Ces poissons eux-mêmes cherchent à manger. Et ils sont bien nourris. La nature leur donne tout ce qu'il faut. Mais dans les étangs, on donne, il y a des animaux, enfin je dis des animaux, il y a des aliments qu'on donne à ces poissons et ils s'engraissent. Souvent quand je vais au niveau de nature tropicale qui élève aussi des poissons, je vois un peu comment ça c'est bien gros. Parfois même vous allez, il y a des poissons qui pèsent jusqu'à 5 kg. D'accord. Oh, je me dis, est-ce que dans un lac, est-ce que c'est aussi facile de voir un poisson qui pèse autant? Non, on l'aurait mangé avant. Avant qu'il n'atteigne 5 kg, un pêcheur l'aurait ramené. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a d'abord les pratiques de pêche, ce qui n'est pas recommandé, mais voilà, les il y a pêcheurs... le mélococonou. C'est vrai qu'au niveau de la direction des pêches... C'est quoi le mélococonou? Parlez-en. Ce sont des filets à mailles très fines. Quand on les lance, ça ramasse tout, même les fruitins. Oui, voilà, donc ça ne permet pas au plan d'eau de se repeupler rapidement. Ou même on envoie les moustiquaires. Les moustiquaires, voilà. Les moustiquaires, normalement, pour nous protéger contre le paludisme, on préfère l'utiliser pour la pêche. D'accord. Mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'on parle de problèmes au niveau de la faune sauvage, l'homme est toujours interpellé. Et il y a aussi cet aspect qu'on a peut-être oublié, c'est qu'au niveau de nos plans d'eau, c'est aussi la saleté, les déchets, tout ça. La pollution et tout. La pollution et tout. Je ne suis pas sûre que ça permet à tous ces animaux-là d'être en toute sécurité. Là, vous mettez un point sur un problème très crucial. Vous prenez par exemple l'exemple de notre lac Nokoué. Aujourd'hui, c'est pas bien quand vous allez devenu un dépotoir sauvage pour les populations de Cotonou. Si vous allez sur le pont, vous voyez un peu l'image que cela présente. On a parfois honte. Quand on a des invités qui viennent de l'extérieur, on ne veut pas les amener à cet endroit parce qu'on se dit, mais quoi leur montrer? Donc, je me dis, si on peut faire l'effort de ne plus jeter les déchets dans les plans d'eau, les gens ont dit, même si, par exemple, je prends la lutte, par exemple, par rapport aux sachets plastiques, on a dit que si on ne fait rien, on risque d'avoir plus de sachets dans nos plans d'eau que de poissons. Vous voyez, c'est déjà aussi un danger. Que si on ne fait rien, on risque de pêcher. Au lieu de pêcher de poissons, on pêchera les sachets. William Tchoki, voilà la situation, elle est alarmante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer cette faune sauvage? Dernière question avant de refaire. Je crois que l'homme sait ce qu'il faut faire. C'est parce que parfois, on a des solutions, mais parce qu'on ne veut pas voir ce qui est en face de nous, le danger qui vient. On pense que la nature va tout le temps nous donner, mais à un moment donné, on peut épuiser ses ressources naturelles. Certes, la population prend d'ampleur chaque jour, mais on peut revoir nos pratiques culturelles. D'abord, c'est cela qui nous amène à détruire beaucoup plus, à tuer la faune. Par rapport à la pêche, on a dit, il y a des pratiques quand même qui protègent, laisser les plans d'eau se régénérer pour un temps, faire la pisciculture en bac hors sol, et là, ça permet quand même de pouvoir protéger notre cadre de vie. Parce que
on dit souvent que la nature peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans la nature. D'accord. Mais vous avez parlé de pratiques culturelles et aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour pouvoir justement avoir de la terre à disposition, les populations sont prêtes à brader les terrains, détruire la forêt. Tout ça aussi, ça ne permet pas justement à ces animaux d'avoir un habitat sain. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on se dit que quand on parle d'agriculture, je prends un exemple très simple, on dit qu'il faut ablaver de vastes superficies. Aujourd'hui, la technique existe. Sur une petite superficie, on peut avoir le même rendement que sur une grande superficie. Alors, puisque la technique est là, pourquoi ne pas l'utiliser pour laisser les animaux en paix dans leur forêt? Je crois que la solution, elle est toute trouvée. Agnat Bello, vous l'avez dit, l'homme constitue le problème, l'homme est également la solution. Donc, pour restaurer la faune sauvage, il faut que nous revoyions notre manière de faire et revoir nos habitudes et tout pour sauvegarder ces différents animaux. Oui, déjà, William Tchoki a parlé de sensibilisation. La sensibilisation, ça commence par vous et nous. Hein, déjà. C'est ce qu'on fait déjà ici. C'est déjà ce qu'on fait. Et on espère que le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, que les téléspectateurs qui nous suivent vont aussi faire le relais au niveau des populations qui les entourent pour leur dire justement que pour pouvoir vivre, il faut préserver la faune sauvage qui nous entoure. Merci à vous, William Tchoki. Merci à vous, Amandine Agnambosso. On espère réavoir un plateau aussi riche et enrichissant une autre fois. On passe à présent à une autre rubrique, l'expert. Jeune, leader et autonome, tu peux l'être aussi. C'est le message qu'Esther Jossa a pour nous sur ce plateau. Bonsoir, Madame Jossa. Bonsoir, Madame. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes femme leader et avec vous, on s'intéresse à l'autonomisation et au leadership chez les jeunes. Déjà, dites-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, l'Association des femmes boursières des programmes des États-Unis, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Bénin, actuellement met en œuvre un programme dénommé You Can Do It Too, qui veut dire tu peux le faire aussi. L'idée, c'est de motiver les jeunes de 15 à 25 ans à aller à l'école et surtout à avoir un plan de vie. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir, à écrire et savoir comment faire pour y arriver. Alors justement, hein, est-ce que vous y croyez véritablement qu'il suffit de vous écouter et que véritablement tous les jeunes, peu importe leur origine, leur ethnie, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, peuvent véritablement s'autonomiser et être des leaders? Absolument, ce n'est pas du tout impossible. Cela n'est pas lié à votre condition de vie ni à votre milieu de provenance, mais c'est lié beaucoup plus à votre motivation, votre désir de réussir. Moi, je suis issue d'une famille polygamique de près de 12 enfants. Et pourtant, aujourd'hui, je suis fonctionnaire, je travaille dans une administration. Et donc, je dis c'est possible. Tout est dans votre désir d'y arriver. Alors, c'est ce message que vous allez porter partout où besoin se fera. Dites-nous un peu comment est-ce que le projet va se dérouler. Alors, le projet, d'abord, vise à impacter 950 jeunes béninois et ça aura lieu dans les communes de Bukumbe, Parakou, Natitengu, Djougou, Azové et puis Dassa. Et donc, nous allons le faire sur une semaine. Ça va être une tournée interactive. Donc, on va quitter Cotonou et monter progressivement pour redescendre. Et au total, c'est mettre en relation avec d'autres jeunes 40 personnes qui, d'une certaine manière, nous estimons qu'ils ont réussi leur vie. Par exemple, des anciens ministres, des femmes avocates, des femmes juristes, des hommes et des femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, des personnes qui ont travaillé dans des structures internationales et qui sont là, des enseignants et plein d'autres personnes. Beaucoup d'expériences donc à partager avec ces jeunes-là. Dites-nous un peu quels sont les objectifs in fine de ce projet. Alors les objectifs, dans un premier temps, c'est permettre également à nous, bénéficiaires des programmes des États-Unis, de nous connaître parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ambassade a plusieurs programmes et on ne se connaît pas forcément, on n'a pas toujours le temps ou la chance d'interagir. Donc c'est l'occasion de nous retrouver entre bénéficiaires de différents programmes et de différentes compétences pour échanger. Ensuite, c'est motiver les jeunes à dire vous pouvez également réussir votre vie. Nous avons réussi, c'est possible également pour vous. Donc, les aider à établir leur plan de vie. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Comment on fait pour y arriver? Également, c'est permettre aux jeunes d'entrer en relation avec des personnes qui puissent les coacher, les soutenir, leur dire ce qui est possible et faisable et également partager avec eux les opportunités qu'offre l'ambassade et d'autres structures.
Alors justement, est-ce que c'est seulement des jeunes qui sont scolarisés, c'est seulement de qui il s'agit ou bien quel est le profil justement des bénéficiaires que vous recherchez? Alors, nous attendons les jeunes de 15 à 25 ans, qu'ils soient encore dans le système éducatif ou non. Peut-être un temps, ils ont débranché. L'essentiel, c'est qu'ils sachent lire et écrire en français et qu'ils aient le désir réellement d'accomplir quelque chose de leur vie. On ne leur demande pas forcément d'avoir de grands diplômes du tout, mais l'idée, c'est de leur dire, je prends l'exemple, vous voulez devenir coiffeuse ou couturière, d'accord, c'est possible, mais allez un peu à l'école et le minimum pour que ce soit vraiment professionnel, que vous deveniez un styliste et que quand vous-même, vous travaillez pour les gens, qu'ils soient satisfaits du travail au point de vous recommander à d'autres personnes. Alors, ce message, vous le portez vers ces jeunes sous quelle forme? Alors, ça va se passer comment, je suppose, c'est la question. Donc, nous allons partir d'ici, de Cotonou, et nous irons progressivement dans chaque région. Et donc, nous allons rencontrer les jeunes. Chaque matinée, il y aura une petite cérémonie d'ouverture dans la zone avec les autorités locales. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, nous allons présenter deux formations. La première sur le leadership et la seconde sur comment avoir son plan de vie. Donc, comment on choisit ce qu'on veut devenir, comment on fait pour y arriver. Et c'est ce plan de vie qui est censé aboutir sur l'autonomisation de ces jeunes-là? Absolument, c'est ça. Donc, après, on va les répartir en des sous-groupes et ils auront en face d'eux des experts, donc des personnes qui ont réussi, qui sont avec nous, qui vont directement échanger avec eux sur leurs difficultés, ce qu'eux, ils ont réussi à faire, comment ils y sont parvenus. Les jeunes auront l'opportunité de présenter les difficultés qu'ils rencontrent, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ces personnes, en retour, puisqu'ils sont aussi de la communauté, ils ont vécu les mêmes choses, ils pourront leur dire comment ils y sont arrivés pour les soutenir. Quels sont les résultats attendus après cette tournée-là? Alors, dans un premier temps, on espère avoir des jeunes qui sont désormais motivés, décidés surtout à réussir leur vie, décidés à vaincre la fatalité, à lutter contre cette crainte de ne pas trouver un emploi demain et se dire l'emploi, on ne peut pas seulement aller chercher, mais on peut créer soi-même l'emploi. On veut avoir des jeunes dynamiques qui ont surtout l'information. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que nous, on est à Cotonou, qu'à la vie Porte-Novo, on a l'information, mais quand on monte progressivement, on commence par voir que ça commence par s'émietter. Donc, ils ont l'information, ils partagent les opportunités qu'offre l'ambassade des États-Unis et d'autres programmes, et ça leur permet en fait d'avoir des personnes qui puissent les aider demain à postuler à des opportunités, à les coacher. Est-ce qu'il y aura un suivi après discussion avec ces jeunes-là? Absolument. Généralement, quand nous on finit nos formations, nous avons la phase mentorat. Donc, la phase mentorat, cela consiste à mettre en relation un certain nombre de jeunes avec une personnalité. Et donc, il a pour devoir de les surveiller, de les aider et surtout d'être là pour eux à chaque étape. Les jeunes partageront leurs difficultés quotidiennes avec lui ou elle et il ou elle aura l'opportunité de leur dire comment ils peuvent faire pour y arriver. Bon, pour l'instant, vous avez cité juste quelques localités. Pourquoi est-ce que les autres localités ont été abandonnées? Pas abandonnées, c'est un projet. Un projet, ça a un coût. Pour le moment, nous avons choisi couvrir ces zones parce que... ça fait combien de localités déjà? Alors, 6 localités. Parce qu'on a eu un autre projet déjà l'année dernière chez Leeds qui a été mené par l'association des Yali. Et donc, ce projet a couvert la zone sud. Et donc, nous, on s'est dit... Pour ce projet, on va couvrir la zone nord en descendant progressivement et pour d'autres projets, toutes les zones seront considérées. D'accord, alors pour ces jeunes qui n'auront pas la chance de pouvoir être reçus par votre cortège, le cortège d'expériences que vous partagez, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez déjà envie de leur apporter sur ce plateau, toujours dans le but de les autonomiser? Alors d'abord, moi je tiens à dire aux jeunes, c'est possible. Nul n'occulte le fait que c'est difficile, je l'avoue, c'est très très difficile d'y arriver, mais quand on a la volonté, quand on arrive à trouver au plus profond de soi la motivation, on y arrive. Je me rappelle, moi, quand j'étudiais, déjà après le décès de mon papa, c'était très difficile de continuer les études mais avec mes frères, on avait trouvé un slogan et on se disait, pour avoir une histoire, il faut avoir un vécu. Donc, si tu ne vis rien, tu n'as rien à raconter. Et si tu veux vraiment raconter quelque chose, il faut vivre pour raconter. J'aime bien cette phrase. Pour avoir une histoire, il faut avoir un vécu. Et ça nous motivait. Même quand on n'avait pas à manger, il fallait repartir à l'école le lendemain. On se disait, demain, c'est sûr, en le disant, on va se marrer. Et aujourd'hui, vraiment, on se marre.
On a tout ce temps qu'on est, on a réussi, on a fini nos masters, on a trouvé un emploi. Donc, ce n'est pas... Qu'est-ce qui vous a maintenu tout ce temps? C'était quoi? C'était d'abord cette conviction qu'on avait que c'était possible et qu'au bout de l'effort, il y avait le réconfort. On se disait, après la pluie, il y a le beau temps, on avait bien chanté ça. Et aussi, on avait cette facilité de se soutenir les uns les autres. C'est d'abord ça, hein. Il faut avoir des gens dans votre entourage qui vous challengent, qui vous amènent à vous dépasser. Mais pour des jeunes qui n'ont peut-être pas ça dans leur entourage immédiat, sur quoi se reposer véritablement pour aller de l'avant? Alors, dans un premier temps, je vous dis, cherchez une motivation. On en trouve toujours. Peut-être, ça peut être cette photo-là que vous regardez et qui vous inspire, ou cette personne que vous regardez à la télé chaque matin et vous dites, je veux devenir cette personne. Et chaque fois que vous voyez cette personne, vous vous dites, il faut que j'y travaille, il faut que j'y arrive. On arrive toujours à trouver la motivation. Ça peut être dans votre famille, dans votre entourage, à la télé ou quelqu'un d'international que vous regardez à la télé, un artiste ou autre, mais on arrive toujours à trouver cette motivation pour aller de l'avant. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne, ça c'est sûr. On le sait, mais justement maintenant, hein, ces jeunes-là, ils sont là et ils vous écoutent. Est-ce que le tout suffit d'être motivé? Parfois, ça va au-delà de ça. Oui, absolument, ça va au-delà et n'ayez pas crainte de poser votre problème à quelqu'un. Nous avons parfois tendance à nous méfier parce qu'on ne connaît pas et aujourd'hui aussi les gens commencent par un peu hésiter avant d'aider. Je me rappelle, avant-hier, j'étais au cabinet de Maître Élise Bédo qui me racontait comment elle a eu son premier ordinateur pour son cabinet. Vous imaginez, elle est allée un matin à CFAO. Et elle rencontre le directeur, elle lui dit, voilà, moi je suis avocate, j'ai fini mes études, j'ai ouvert mon cabinet, mais je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas un franc. Si vous me faites confiance, je vais vous rembourser. Et le directeur lui a fait confiance, on lui a, sans engagement, prêté un ordinateur qu'elle a remboursé au fur et à mesure. Elle aurait pu avoir honte et ne pas y aller et elle n'aurait pas eu son ordinateur. C'est pareil pour beaucoup de gens. Si vous n'avez pas cette facilité d'aller vers les gens et de demander, surtout de demander, ne jamais avoir peur de demander. On peut vous le refuser, mais vous aurez le mérite d'avoir essayé. C'est peut-être ça, c'est le regard, la peur d'être raboué, d'être minimisé, d'être humilié. C'est cette peur-là qui empêche les jeunes, qui les empêche d'aller vers les autres. L'humilité est une vertu. C'est difficile, mais c'est important. Vous pouvez pleurer dans votre fort intérieur, mais ayez toujours cette force-là de demander pour qu'on vous dise d'abord non. Parce que vous n'aurez pas, et si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas ce qui pourrait arriver. Ça, c'est pour l'autonomisation. En ce qui concerne les leaders, il ne suffit pas d'être autonome pour être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui peut guider, c'est quelqu'un qui a des aptitudes, des atouts et qui peut amener d'autres personnes autour de lui à se dépasser. Est-ce que pour vous, véritablement, comment est-ce qu'on devient leader? Alors d'abord, moi je dis tout le monde est leader de quelque chose. Ce n'est pas forcément cette capacité de dominer ou d'amener les autres vers, mais c'est aussi cette capacité d'avoir confiance en soi ou de motiver les autres. Vous voyez, il y a des gens, quand vous avez un problème et que vous les rencontrez, quand bien même ils n'ont pas les moyens de trouver une solution, juste quand ils vous parlent, vous êtes calme, vous êtes plus confiant, vous voyez un peu plus clair. C'est un leader. Il ne viendra pas devant forcément à la télé dire quelque chose, mais quand même, à sa manière, il est leader. Il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose. C'est ça. Donc, tous autant que nous sommes, nous avons à travailler et à découvrir le leader, le type de leader qu'on est. En quoi on est fort? Est-ce que moi, je suis forte à motiver d'autres personnes à le faire? Est-ce que j'ai la possibilité de rester devant pour le faire? Ou c'est moi qui donne les idées? Vous avez des gens dans votre groupe de travail, ils ont les meilleures idées. Quand vous réfléchissez, Et à l'opérationnel, ils ne sont pas bons. C'est ça. Quand il s'agit de faire, ils ne peuvent vraiment pas le faire parce qu'ils n'ont pas cette carrure. Mais quand il s'agit de donner les idées, ils ont les très bonnes idées pour vous donner. Donc, à chacun de travailler pour voir quel type de leader il est. Merci Esther Djossa. Nous rappelons que vous êtes femme leader et avec vous, on a parlé du jeune, du leader et de comment être autonome. Ce qui est sûr, le message est que vous pouvez l'être aussi, tout le monde. Peu importe d'où vous venez, votre ethnie, votre région, vos problèmes, vos difficultés, levez-vous, battez-vous pour vos objectifs. Devenez tous des jeunes leaders et autonomes. C'est fini pour le plateau d'Experts. On passe à présent à Horizon Culture.
Horizon Culture ce soir s'intéresse aux gens théâtraux pour l'édition 2018 du FITEB. Vous vous demandez c'est quoi le FITEB? Eh bien le FITEB c'est le Festival international de théâtre du Bénin. On en parle déjà avec Sativi Jennifer. Qui me sort de mon front m'offre toujours du sang, serait le sien. Dounia, je perds déjà trop de sang dans l'écoulement des jours. Si tu n'en trouves pas d'autres, prends le mien. Le théâtre prend plusieurs formes. Hein? Il est là le plus mouvant possible. Mais de façon classique, on a les tragédies, on a les comédies. La tragédie qui développe les grands sujets relatifs au pouvoir, relatifs aux passions humaines. Hein? Et les comédies qui développent les sujets légers, satire sociale, satire politique. Bon. Mais je redis, aujourd'hui, ces frontières sont en train d'être cassées parce qu'on rencontre du drame dans du comique. Hein? On rencontre la tragédie au cœur du comique. On rencontre la comédie au cœur du drame. On peut parler des monodrames, c'est-à-dire des spectacles qui sont joués par une seule personne sur scène. Les monodrames étant différents des one-man shows. Et les one-man shows sont des spectacles d'humour qui ont décliné aujourd'hui vers les stand-up. Je suis debout et je parle. Donc, mais le monodrame est comme une tragédie que joue une seule personne. D'accord, sur scène. Ce n'est pas de l'humour, c'est un drame qui se joue et l'acteur est seul et joue. Maintenant, on vous dira, il y a le théâtre populaire, il y a le théâtre classique, mais tout ça est universel. Hein? On n'a plus à rester figé sur ces données-là. L'essentiel est que le théâtre se fasse avec perfection et des idées de brillance. Chez nous, c'est vrai, il y a beaucoup de spectacles d'humour, parce que tout créateur vit d'un milieu et reflète en partie les grandes tendances de ce milieu. Et donc, il y a des spectacles que nous faisons ici et qui ont beaucoup tendance à faire rire. Le théâtre béninois a ses problèmes et les acteurs de ce théâtre, d'autant que les autorités sont en train, chacun en ce qui le concerne, d'y travailler. Et pour survivre, il faut se mettre aussi à courir. Ça va, maman. FITEB, les gens théâtraux au programme. Nous recevons pour vous sur ce plateau Carole Lokossou. Carole Lokossou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes comédienne, directrice d'acteurs et spécialiste du théâtre organique. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Avec vous, nous allons parler des différents genres théâtraux au programme, justement, pour le FITEB 2018. Dites-nous-en un peu plus. Alors, le FITEB 2018 a décidé de mettre l'accent sur toutes ces formes de théâtre qui sont dites non élitistes. Toutes ces formes de théâtre qui forcément ne sont pas importées de l'Europe et qui sont, je dirais, entre griffes, beaucoup plus proches du public béninois lambda. Quels sont ces genres théâtraux? C'est le théâtre dansé, c'est le théâtre dit populaire, c'est le théâtre... parfois filmé, c'est un bout de théâtre radiophonique, c'est toutes ces formes de théâtre au niveau desquelles s'identifie le citoyen lambda qui n'a pas forcément une grosse culture théâtrale et qui a juste envie de dire à l'acteur qui est devant lui « parle de toi, mais parle de toi en parlant de moi ». Parle de toi, mais parle de toi en parlant de moi. Est-ce que c'est seulement de cette façon que les acteurs au niveau du théâtre pourront véritablement toucher les populations? Exactement, puisque surtout cette année, le thème de ce FITEB, c'est l'engagement civique et social pour un développement plus durable au Bénin. Donc forcément, si les formes de théâtre qui sont prônées ne vont pas toucher, ne vont pas parler du citoyen lambda, comment il va s'identifier et comment il va venir au théâtre. C'est la grosse problématique et c'est pour ça que je crois que le staff du FITEB a choisi cette année de mettre les phares sur ces genres de théâtre qu'on appelle théâtre de sensibilisation, théâtre forum, où la parole est quasi donnée aux spectateurs et aux citoyens qui ont envie d'en savoir beaucoup plus sur les problématiques évoquées dans les pièces de théâtre et qu'ils questionnent. Mais est-ce que pour vous, véritablement, le théâtre peut accompagner un citoyen vers son engagement civique? Je le pense et c'est pour ça que je milite depuis 20 ans. Je suis dans le théâtre engagé. Je pense que le théâtre est cette forme qui, tout en restant dans l'art, parle des choses sérieuses. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque, par exemple, un ministre
entre griffes, déconne ou fait quelque chose qui n'est pas bien, quand vous allez, vous sortez, vous prenez, vous allez dans la rue, vous criez, vous dénoncez ça, forcément il l'entend, forcément. Mais il l'entend avec toute votre colère, il l'entend avec toute votre émotivité, il l'entend avec toute la charge négative qui est derrière. L'acteur, l'artiste du théâtre, il récupère ce qui s'est passé, il met les règles normatives du théâtre, il met l'art et de façon subtile, il dit ce qui doit être dit. C'est reçu avec moins de violence, mais avec beaucoup plus d'empathie de la part de celui qui est décrié et celui qui est touché. Et c'est la même chose avec les problématiques qui sont abordées aujourd'hui. Quand vous dites à n'importe quelle bonne femme, mettez vos moustiquaires imprégnés correctement avant de vous coucher, elle vous écoute d'une oreille, elle n'a pas que ça à faire. Mais lorsque le spectacle se déplace vers le marché Tokpa par exemple, dans Tokpa par exemple, et que toute la problématique de comment se protéger contre le paludisme en passant par la moustiquaire imprégnée est mise en place à travers un sketch qui dure peut-être 15 minutes, qui dure peut-être 20 minutes, peut-être 30 minutes, qui ne fera pas un spectacle d'envergure trop grande. Mais cette femme, elle rentre ce soir-là avec la joie d'avoir passé un moment agréable et avec le message qui est derrière. Donc, c'est pour ça que ce théâtre engagé, forcément, pousse les gens vers l'engagement civique. Alors, si ce n'est le théâtre engagé, quels sont les autres types de théâtre qu'on a et qui ont pignon sur rue ici au Bénin? Alors, il y a un gros débat autour de la question du théâtre dit élitiste et du théâtre dit non élitiste. Et pour moi, les deux ont raison d'exister, les deux existent. Les deux ont peut-être une cible bien précise. Les deux ont une cible bien précise, chaque forme a son public. Oui. Après, il faut peut-être réfléchir aujourd'hui à comment faire pour que le théâtre élitiste ne parle plus seulement des problématiques liées à ceux qui nous l'ont appris, c'est-à-dire l'Occident. Comment le théâtre élitiste vient beaucoup plus vers nos réalités d'ici, tout en gardant sa forme, parce que c'est sa forme à son public. Donc, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est le message. Oui. Et comment ce théâtre dit populaire, non élitiste, apprend à beaucoup plus respecter les règles de l'art, apprend à aller vers la problématique du travail de l'esprit, parce que il ne suffit pas d'aligner des tam-tams. On a vraiment l'impression que c'est pas toujours du raffiné, le théâtre exactement, et ça ne devrait pas être ça. Ce n'est pas parce que c'est populaire que ça ne doit pas être raffiné. Il faut que le théâtre populaire aujourd'hui travaille sur les codes, les étiquettes, si vous travaille sur comment rendre cet art noble aussi universel, parce que ceux qui font ce genre de théâtre, il faut qu'ils se rappellent que l'art est universel et qu'il faille utiliser des codes qui vont au-delà du Bénin pour pouvoir se vendre aussi et vendre par ricochet notre cher pays qui a aussi sa spécificité culturelle. Vous touchez là même un point essentiel, c'est qu'on a l'impression que ce théâtre populaire, dit populaire, bien sûr, je ne veux frustrer personne, c'est qu'il s'exporte difficilement. Exactement. Alors qu'il devrait l'être plus, parce que c'est la forme de théâtre qui, à mon avis, aujourd'hui rassemble le plus, mais surtout vend beaucoup notre patrimoine culturel béninois. Alors aujourd'hui, on parle de tourisme, on parle du Bénin, comment avoir une vitrine sur le Bénin. C'est aussi à travers le théâtre. Donc si ce théâtre n'apprend pas à s'universaliser, si ce théâtre n'apprend pas à beaucoup plus travailler dans la rigueur, il ne pourra pas vendre notre pays. Donc c'est un manque à gagner pour nous sur le plan national, c'est un manque à gagner pour nous sur les acteurs qui évoluent dans ce secteur, qui peuvent faire beaucoup plus et qui en font, à mon avis, beaucoup moins. Donc moi, aujourd'hui, j'invite ceux qui sont au niveau du théâtre élitiste, qui savent de quoi il s'agit, je les invite à beaucoup plus se rapprocher de ceux qui font le théâtre dit populaire, et que ceux qui font le théâtre dit populaire aient l'humilité de reconnaître qu'il y a du travail à faire, même s'ils remplissent le hall des arts en un tour de main. Demain, s'il y a quelqu'un qui fait la même chose, mais de façon plus raffinée, ils n'auront plus leur public. C'est sûr. Qu'ils comprennent ça et qu'ils aient l'humilité d'aller apprendre pour que le théâtre béninois s'exporte encore et encore beaucoup plus dans toutes ses formes et tous ses genres.
Alors justement, hein, quand on parle du théâtre béninois, celui auquel on identifie, c'est encore ce théâtre populaire. Exactement. C'est peut-être drôle, mais non, ce n'est pas drôle parce que c'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas drôle parce que les autres formes de théâtre sont beaucoup plus pour une catégorie de personnes. Moi, ça me touche parce que celui qui n'est pas dans cette catégorie a le droit aussi à un spectacle bien abouti. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas riche, ce n'est pas parce qu'il n'est pas culturellement très élevé qu'il faille lui donner du n'importe quoi entre griffes. Le respecter, c'est justement travailler pour que, au-delà du réalisme, qu'on ait une forme d'art, qu'on ait une œuvre de l'esprit qui défende aussi bien l'engagement civique et tout, mais qui défendent aussi les règles de l'art. Mais est-ce que ce travail, justement, comme vous le définissez si bien, ne passe pas, évidemment, par une autre forme de formation? Oui, forcément. Moi, j'ai toujours été pour la formation, qu'elle soit formelle ou informelle, c'est de la formation. Et c'est de la formation que je parlais en demandant à ceux qui sont dans ce genre-là d'avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a encore des choses à apprendre. C'est vrai, quand on parle théâtre, on parle de scène, de salle. Dès qu'il y a public et dès qu'il y a un spectacle, il y a théâtre. Mais il y a théâtre dans théâtre. Il ne faudrait pas que le théâtre aujourd'hui populaire aille seulement vers de la récréation. Sinon, nous continuerons à être appelés de façon péjorative « manarevleto ». Le théâtre n'est pas bouffon. Expliquez un peu, c'est quoi manarevleto? Alors, le manarevleto, c'est un terme qui est venu des royaumes d'Abomey. Qui, en ce temps-là, le roi avait son bouffon, qui avait la possibilité, le bouffon du roi, qui avait la possibilité de lui dire des vérités que le peuple ne pouvait pas le lui dire. Donc, vous voyez, les formes de démocratie existaient déjà dans nos royaumes depuis ce temps-là. La différence entre le manarevleto de ce temps et celui d'aujourd'hui, c'est que cette forme a évolué et que forcément on n'est pas seulement bouffon quand on se décide à prendre la parole sur des questions de société. Et pour ne pas être traité de bouffon, il faut avoir appris à être acteur. Appris à être acteur. Oui. Et pourtant, cela se passe dans un pays où on n'a pas véritablement, on n'a pas beaucoup, on n'a pas... Oui. On vient d'avoir une école sur le campus, sinon jusque-là, on n'en avait pas. On n'a pas beaucoup d'écoles, mais on a quand même des écoles. Il y a l'EITB, l'École internationale de théâtre du Bénin, qui forme depuis près de 10 ans, je crois, et qui sort tout le temps des acteurs du théâtre. Quand je dis acteur, c'est... Accompli. Quand je dis acteur, c'est le comédien, c'est le scénographe, c'est le créateur lumière, parce que nous avons plus de 50 corps de métier dans cet art-là. Voilà. On a des centres comme M-Média, je ne sais pas si je peux citer des centres comme ça, sans que ça soit publicité. Voilà, il y a pléthore d'écoles aujourd'hui qui accompagnent dans la formation non formelle, mais aussi formelle. Il faut juste se renseigner. Ça a évolué en 5 ans. Donc aujourd'hui, il y a possibilité de se former à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Il y a la possibilité de se faire former même dans le privé. Il y a des formateurs, dont moi, qui nous déplaçons pour aller vers les gens, pour les former. Voilà. Mais justement, on se demande que deviennent toute cette pléthore d'acteurs qui seront formés à bout de bras, parce que jusque-là, on se dit, ça ne fait pas véritablement le théâtre. Exactement, c'est là où intervient la part de l'État. Parce que quand on parle de produits, aujourd'hui, moi je prends le produit théâtral comme un produit à mettre sur un marché. Et qui dit produit à mettre sur un marché parle de l'offre et de la demande. Si nous travaillons sur l'offre, il faudrait qu'une certaine structuration soit mise en place par l'État, mais aussi les spécialistes du domaine, pour que la demande puisse venir vers l'offre qui est proposée. Il faut un marché. Un marché du théâtre, des marchés de l'art, un marché du théâtre, où tous ces acteurs au moins auront le rêve de continuer à travailler. Donc pour vous, le festival international ne suffit pas? Ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Ça ne suffit pas. Il faut des choses au niveau de l'État. Il y a les institutions privées qui se mettent en place, mais il faut les accompagner, il faut les structurer pour qu'un marché se mette en place. Quand vous allez aujourd'hui en France, je prends cet exemple, voilà, les gens, le soir, les gens sont au théâtre. Donc, il y a un marché qui existe. Mais pour que ça se passe, l'État s'est investi en mettant bien sûr des garde-fous. Une structuration, exactement,
Quand vous êtes dans une ville comme Paris, un soir, vous avez 300, 400, 500 spectacles. Vous avez envie d'aller du beau spectacle. Voir du beau spectacle. Madame Lokossou, je n'ai pas envie de vous laisser. Et pourtant, moi non plus. Il le faut, puisque l'heure du journal est sacrée. Oui. Nous allons rejoindre Uvaï Sabalogou pour le journal. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Les enjeux liés à la transhumance transfrontalière et à la mobilité du bétail deviennent de plus en plus une préoccupation au sein de la CEDEAO. Les acteurs du pastoralisme y accordent une attention collective. Ils font partie intégrante de la circulation. De jour comme de nuit, les conducteurs de taxi-moto Zémidjan arpentent les rues sans relâche. Mais ce n'est pas sans conséquence sur leur santé. Le Bénin veut reconnaître et célébrer ses talents dans le domaine de la création littéraire à travers le Grand Prix littéraire du Bénin. L'initiative a été présentée au monde littéraire. À nouveau, bonsoir. C'est un instrument d'intégration, une source importante d'approvisionnement en produits animaux, mais elle peut être source de conflits, la transhumance. Mais le défi aujourd'hui est l'éradication des conflits entre le Sahel et les pays côtiers. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la rencontre régionale de haut niveau qui s'est tenue à Cotonou. Suivons Estelle Pazou pour le compte-rendu. Transformer progressivement la transhumance en une opportunité économique pour le Sahel et les pays côtiers, c'est devenu un impératif. Avec un cheptel de plus de 80 millions de bovins et 270 millions de petits ruminants, l'élevage contribue non seulement à l'économie des pays, mais est également créateur d'emplois. Mais les enjeux qui y sont liés ne permettent pas au secteur de jouer pleinement son rôle de promotion de l'économie. L'enjeu que je peux présenter, ce qui est important par rapport à la transhumance également, c'est un enjeu politique, un enjeu d'intégration entre les peuples. Il faut reconnaître que quand on parle par exemple de l'espace CEDEAO et quand on regarde un éleveur du Mali ou un éleveur du Burkina avec un éleveur du Tchad ou du Nigeria, l'intégration est tellement réelle, est tellement affinée, est tellement présente que par rapport aux politiques, il faut dire que ces groupes d'acteurs sont mieux intégrés et évolue mieux que même nos différents États en fait. La question sécuritaire, voilà un autre enjeu qu'il importe de prendre en compte. Et la présente rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers entend favoriser les échanges directs entre acteurs et décideurs et formuler des orientations et recommandations pertinentes. Mais la question du financement se pose avec acuité. Ce forum, ce serait une occasion d'interpeller un peu plus les partenaires financiers et ce serait également de plus en plus on est en train d'harmoniser sur la réglementation par rapport à la question pastorale et surtout partager les informations et les décisions qui ont été prises par les différents États par exemple. À l'instar donc du Bénin qui a pris les dispositions pour réglementer la transhumance pastorale, les discussions vont permettre aux pays du Sahel et aux autres pays côtiers de trouver les solutions spécifiques et surtout de s'engager à les mettre en application. Le Zémidjan fait partie intégrante du décor béninois. Qu'il fasse nuit ou bien grand jour, le citoyen trouve toujours un conducteur pour ses courses. Il est pourtant arpenter les rues n'est pas sans conséquences sur leur santé. Retrouvons Charlotte Bouvier et Louis Koudogbo pour le compte-rendu. Le Zémidjan, travail pénible mais ô combien indispensable. Peu de Béninois sont véhiculés et préfèrent ces services. De jour comme de nuit, il y a toujours un chauffeur disponible. Pourtant, le travail des ZEM est peu considéré. Il présente de réels risques pour la santé du conducteur. Fatigue, courbatures, douleurs. Il ne compte ni ses clients, ni ses kilomètres pour un salaire souvent médiocre. Je commence le ZEM à 6 h du matin. Et à 5 h du matin. On finissait à 22 h aller à la maison.
tu peux terminer à 18h. Si tu es trop fatigué, même à 18h, tu rentres déjà chez toi. Bien que tu trouves de l'argent ou pas, tu rentres chez toi. On ne peut pas compter le nombre de clients exact parce qu'on se fixe parfois des objectifs. Et ça peut arriver, tu peux travailler ou tu ne peux pas travailler. Tu peux faire jusqu'à 500 km, 600 km, ça dépend de comment est la journée. Le nombre de kilomètres que le ZEM fait par jour, ça peut quitter ici Parakou 2 fois. Auparavant, il y avait de l'argent, on gagnait parfaitement, mais actuellement, là où nous sommes, en ZEM, il n'y a plus rien, donc tout est bloqué. Pour parvenir à se tirer du lit chaque matin, certains conducteurs choisissent l'automédication. On a mal partout, on a mal, les articulations, surtout quand on ne prend pas les pavés, les routes dégradées, tout ça là, donc à la fin de la journée, on se sent complètement fatigué. On prend des médicaments. Moi, parfois, je vais à la pharmacie prendre de l'ibuprofène, l'amoxy, juste pour calmer les douleurs du corps. Le ZEM, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire le ZEM, parce que c'est un travail qui tue à petits coups. Les médecins confirment ces risques sanitaires. Accidents, position, mais aussi inhalation des gaz toxiques nuisent gravement à leur santé. Mais l'automédication présente, elle aussi, un danger. C'est un mode de transport qui comporte d'énormes risques. Les accidents de circulation qui sont d'abord liés aux conducteurs de véhicules eux-mêmes, qui sont les causes et les premières victimes de ces accidents de circulation. L'autre manche de la problématique, c'est d'abord les risques chroniques. En fait, c'est des troubles musculo-squelettiques liés aux postures inappropriées, ces postures aggravées par les secousses incessantes liées à l'état de la voie. Et l'autre risque, ce sont les affections des voies respiratoires, notamment les rhinites, les bronchites, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et l'ensemble de ces risques chroniques vont amener le conducteur de taxi-moto à se livrer à l'automédication. Et surtout avec les médicaments de la rue. Et ce qui va aggraver leur état de santé. Indispensable au quotidien, le Zemidjan mérite plus de considération. Il rend service, mais à ses risques et périls. La direction des arts et du livre du ministère du Tourisme et de la Culture a dévoilé au public le projet dénommé Grand Prix littéraire du Bénin. Ce prix vise à encourager le professionnalisme chez les éditeurs, à déceler, stimuler et valoriser les jeunes talents littéraires. Suivons le point fait par Francis Fatan, Enoch Mpati. Grand Prix littéraire du Bénin, première édition. Le top sera bientôt donné. Mais avant, cette conférence de presse du ministère du Tourisme et de la Culture vise à présenter le contenu de cette compétition aux acteurs de la chaîne nationale du livre et professionnels des médias. L'idée, c'est d'avoir un dispositif un peu plus ambitieux, un peu plus grand, un peu plus large, qui puisse impacter le plus d'acteurs possible. Vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, chaque édition de ce qui était l'événement de célébration des talents littéraires, chaque édition consacrait un genre littéraire particulier. Cette fois-ci, le ministère souhaitait que nous puissions à chaque édition impacter le plus de pratiquants possible, le plus d'auteurs, le plus d'écrivains possible et le plus d'éditeurs possible. Compétition annuelle. Grand Prix littéraire du Bénin consacrera à chaque édition 5 œuvres littéraires de fiction écrites en français par des acteurs béninois. Le théâtre, la poésie, le roman, la nouvelle et le conte. En ouvrant ce nouveau dispositif à 5 genres littéraires, en réalité, nous donnons la chance potentiellement à 5 éditeurs différents, à 5 écrivains différents de pouvoir ambitionner, représenter le pays à l'étranger en tant que lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin dans sa catégorie. Seule habileté à participer à ce Grand Prix littéraire du Bénin, des éditeurs nationaux. Je pense que c'est une très bonne amélioration parce que je trouve que le format précédent était restrictif parce qu'il y avait un seul genre littéraire et tous les 2 ans. Donc comme il l'a rappelé, ça faisait attendre 10 ans pour le même genre pour revenir. Et c'était vraiment pas satisfaisant parce que c'est beaucoup plus intéressant maintenant qu'il y ait
catégories, plusieurs genres littéraires différents. Bon, en tant qu'éditrice jeunesse, évidemment, je déplore qu'il n'y ait pas la catégorie jeunesse pour cette fois-ci, mais c'est un début qui est déjà très bon, ce qui permettra à plus d'auteurs de se faire connaître. Je pense que c'est une innovation par rapport à ce qui existait. Tous les genres sont proposés actuellement aux différentes candidatures qui vont s'exprimer après. C'est un challenge parce que il n'y a pas tellement de production littéraire au Bénin. Comme le ministre l'a dit, je ne pense pas qu'il y ait énormément de talents. Peut-être qu'il y en a de cachés, on n'en sait rien. Et ces talents-là, on souhaite qu'ils s'expriment à l'occasion justement de ces prix littéraires. C'est une très belle initiative, mais la première expérience nous permettra d'y voir davantage clair. L'évaluation des œuvres pour cette première édition se fera par 5 comités de présélection. Le Grand Prix littéraire du Bénin recevra à titre individuel une enveloppe d'un montant de 2 millions et un trophée. Les inscriptions démarrent du 10 mai et s'achèvent le 20 juin 2019. Merci à vous, Enoch Hunkpatin. Après son lancement en grande première, le film Bignondo, l'enfant sorcier, revient au devant de la scène cinématographique. Il sera diffusé ce samedi à Cotonou. Le réalisateur Pierre Claver Tossou parle ici des grands enjeux de cette projection et des actions à mener pour rendre le film disponible à toutes les couches de la société. Suivons ensemble. Le 8 novembre dernier, effectivement, nous avons fait le lancement du roman et du film du même nom, Bignondo, l'enfant sorcier. La mobilisation a été très forte. Et je remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement ce jour-là et qui ont pu suivre en direct le phénomène, par l'explication donnée par le littéraire qui a expliqué le livre et par les différents intervenants qui ont critiqué le phénomène et par le film également qui en disait long sur le phénomène. Alors l'autre étape, ce sera déjà la semaine prochaine à Parakou, ou la semaine prochaine en tout cas dans un court délai, que nous allons faire le lancement à nouveau dans cette ville-là, qui regroupe, enfin qui est à peu près le centre des deux Nord. Dans 2 ou 3 jours, le samedi prochain, de toute façon le samedi à 17h déjà, nous allons faire une projection à nouveau, grand public cette fois-ci, toujours à Canal Horizon, pour permettre à tout le public de Cotonou, ceux qui n'avaient pas pu faire le déplacement le jeudi dernier, de venir voir le film à nouveau. Alors, il y a 2 ordres de dispositions que nous sommes en train de prendre. C'est la traduction déjà en anglais, parce que le phénomène n'est pas que béninois. Il y en a au Ghana, il y en a au Nigeria, il y en a dans les autres pays francophones qui nous entourent. Donc on est en train de traduire en anglais, c'est d'ailleurs déjà fait. Et nous sommes en train de traduire en langue nationale, dans l'une des langues nationales, en l'occurrence en batonou. Après, cette fois-ci, il y a un coût. Les adultes devront payer 3 000 francs et les enfants 2 000 francs pour avoir accès à la salle. Les tickets sont vendus sur place à Canal Olympia. Prenez donc le rendez-vous, c'est demain samedi à 17h. Hors du Bénin à présent, 794,6 milliards de francs CFA. C'est le montant engrangé par l'économie camerounaise au premier semestre 2018 pour avoir exporté vers le marché extérieur une cargaison de 2,5 millions de tonnes de produits divers. Selon l'Institut national de la statistique, ces recettes d'exportation sont en baisse de 16,8% par rapport au premier semestre de l'année 2017. En dépit du recul observé sur les revenus de la vente des huiles brutes de pétrole, de l'aluminium brut et du caoutchouc brut, au cœur de cette baisse de recettes d'exportation se trouve principalement le repli des ventes dans la filière cacao-café. Le rapport souligne qu'à fin juin 2018, les recettes d'exportation des fèves de cacao au Cameroun ont chuté de 13,4%. Au Kenya, les exportations horticoles ont rapporté 900 millions de dollars, soit environ 450 millions de francs CFA en 8 mois. Ce montant marque une hausse de 33% par rapport à la somme perçue un an plus tôt à la même période. Le principal contributeur à cette performance est le segment des fleurs coupées.
Cette catégorie de produits a rapporté 114% de la manne financière totale et 38% de plus qu'en 2017. Cette dynamique de l'horticulture kenyane pourrait se poursuivre dans les mois à venir. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit toujours. Nous nous rendons à présent sur la toile pour le condensé de l'information. À 18 mois de travaux pour la réalisation des projets asphaltage qui ont commencé depuis quelques semaines. Dans l'émission digitale ASGOUV de la présidence de la République, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a précisé que le projet englobe la chaussée, les trottoirs et les accotements pour un entretien facile. Selon le ministre, tout cela rentre dans le coût du kilomètre, contrairement à ceux qui pensent que c'est du pavage simple. José Didier Tonato reconnaît que les études ont certes duré 2 ans, mais estime que c'est pour des résultats fiables et pour éviter les éléphants blancs dont le Bénin est coutumier. La conséquence directe de cette réalisation est la facilitation de la gestion des déchets dans les villes, le curage des caniveaux, car il y aura désormais moins de sable, ce qui va diminuer considérablement le poids des déchets. L'Organisation des pays exportateurs du pétrole, l'OPEP, accorde un prêt de 22 millions de dollars US pour financer la réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey. Le prêt qui sera accordé devrait servir au financement de la section Bérouboué-Malanville qui s'étend sur une longueur de 169 km. Les travaux devraient également prendre en compte l'aménagement de 65 km de pistes en terre, la construction de 15 salles de classe, 2 centres de santé, 8 marchés ainsi que 10 forages. Ces investissements entrent dans le cadre du programme d'action du gouvernement Talon couvrant la période 2016-2021. L'accord du prêt a été transmis au Parlement pour autorisation de ratification. Les écureuils du Bénin affrontent ce samedi 17 novembre les scorpions de la Gambie. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Espérons que les poulains de Michel Dussuet vont tirer leur épingle du jeu à l'Independence Stadium de Bako. Le résultat de cette explication est déterminant pour la qualification à la phase finale de la compétition, au niveau du groupe D. Un groupe dans lequel évoluent aussi les Fennecs de l'Algérie et les Éperviers du Togo. Alliez les écureuils et faites-nous rêver. Fin de cette actualité web. Bon week-end à tous. Voilà, allez les écureuils, faites-nous rêver. Moi, je vais ajouter, et on y croit fermement. On croit en vous et on sera là pour vous suivre et vous supporter. Merci à vous, Evra Anani, pour cette revue de l'actualité web, le rappel de la météo à présent.
Voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous s'achève ainsi. Notre instant citation. À présent, eh bien, la surprise que j'ai pour vous, c'est que notre citation, elle nous vient de notre invitée dans la rubrique Esther. Elle s'appelle Esther Djossa et elle est femme leader. La surprise, donc, la phrase d'Esther veut dire ceci: pour avoir une histoire, il faut avoir un vécu. Pour avoir une histoire, il faut avoir un vécu. C'est une phrase d'Esther Djossa que nous remercions pour sa disponibilité sur ce plateau. Bonsoir chez vous et très bon week-end à vous.